J'ai ici un bon prétexte pour vous expliquer et faire fonctionner une alimentation CC à découpage de type BOC. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Aujourd'hui, je vous présente une mini plaquette de régulation de tension CC abaissante. C'est en fait un convertisseur CC-CC, donc courant continu en entrée, courant continu en sortie, de type BOC, BUCK. Avec un convertisseur BOC, la tension de sortie est toujours plus basse que la tension d'entrée. On parle évidemment ici d'alimentation à découpage. Je sais que le simple fait de mentionner cela, une alim à découpage, fait peur à plus d'un bidouilleur. À tout le moins, je sais que c'est un mystère pour plusieurs. Cette plaquette est donc un bon prétexte pour vous expliquer le fonctionnement d'une telle alimentation. Mais avant de regarder en quoi consiste la petite plaquette, prenons quelques minutes pour comprendre la topologie et le fonctionnement d'un convertisseur CC-CC de type BOC, abaissant la tension de sortie. Le principe du découpage est assez simple à illustrer. On n'a qu'à utiliser un générateur de fonction qui produira une onde carrée, qu'on fera varier évidemment le rapport cyclique, donc le pourcentage du temps que c'est haut et que c'est bas. Et on peut y mettre une résistance en série et un condensateur en shunt, comme ceci. Donc c'est simplement un filtre passe-bas, si vous voulez, RC, dont la fréquence d'atténuation du filtre va être beaucoup plus basse que la fréquence de notre générateur de fonction, donc la fréquence de découpage si vous voulez. Et on peut bien sûr lui rajouter une charge. Et qu'est-ce qu'on aura si on sonde la sortie de notre circuit ici? Bien, démontrons-le. J'ai ici un petit circuit RC sur la plaquette sans soudure avec une résistance et un condensateur, donc résistance en série, condensateur en shunt. Je lui fournis un signal venant du générateur de fonction et j'ai mis une amplitude de 10 volts et je vais lui faire varier le rapport cyclique entre 0 et 100%, ou disons 1 et 99%. J'ai branché deux sondes d'oscilloscope, une à l'entrée pour voir le signal et une à la sortie pour voir le résultat. Et ce qu'on a à l'écran, ici, c'est l'entrée, donc la forme d'onde du générateur de fonction. Et ici, la sortie, une tension qui est à peu près CC, à peu près constante. Là. Il y a un petit peu d'ondulation résiduelle, bien sûr. Là. On ne parle pas d'un circuit parfait ici. Je vais faire varier le rapport cyclique. Vous voyez, l'amplitude est bien de 10 volts, ici. Mais en sortie, on a 5, parce qu'on a un rapport cyclique de 50%. Alors évidemment, sans surprise, si j'augmente le rapport cyclique, on voit que la tension, ici, augmente, augmente et augmente et augmente, la tension de sortie, et j'obtiens, finalement, lorsque je suis à côté au bout, à 99% de rapport cyclique, bien j'ai presque le 10 volts. Et bien sûr, si je vais de l'autre côté, si je descends mon rapport cyclique à presque 0, bien, j'ai quasiment plus d'énergie qui s'en va dans le circuit, et on a une sortie à peu près 0 volts. Donc, vous voyez ici le rapport directement entre le rapport cyclique de l'onde et la sortie une fois filtrée. Bien, c'est ce même principe qui est appliqué à peu de choses près sur une alimentation à découpage pour produire une tension CC en fonction d'une tension d'entrée CC mais qui a été découpée. La topologie d'un convertisseur CC-CC BOC est très simple, c'est la topologie la plus simple en fait de tous les convertisseurs CC-CC. On a bien sûr une source de tension d'entrée qu'on appellera VI qui est en courant continu. On aura un transistor de découpage qui va rapidement commuter le signal d'entrée. On aura une diode de passage et ce sera une diode habituellement Schottky pour limiter les pertes le plus possible. Je vous explique son fonctionnement dans quelques secondes. On aura bien sûr une bobine qui, elle, fera le gros du travail de conversion d'un signal interrompu à un signal continu. Et on aura bien sûr du filtrage additionnel capacitif en sortie. Et ici, on aura donc une tension de sortie CC, ou à peu de choses près, bien sûr, avec une tension de sortie qui sera plus faible que la tension d'entrée. Ça, c'est le nécessaire. Alors ça, c'est vraiment la topologie de base du circuit.
Maintenant, si on prend cette topologie de base et qu'on la découpe en deux phases, parce que c'est ça que c'est, lorsque le transistor de découpage est fermé, donc conduit, notre source CC va venir charger la bobine en énergie le temps que le transistor est fermé. Et bien sûr, il y aura un courant qui circulera toujours en continu dans la charge. Et le condensateur aussi, lui, viendra suppléer à la bobine, bien sûr, pour fournir une tension CC le plus possible. Lorsque l'interrupteur ou le transistor n'est plus passant, il bloque le passage du courant continu, c'est le phénomène naturellement connu de la bobine qui s'oppose à une variation de courant, puisqu'il y avait un courant constant dans la première phase, ou à peu près, un courant passant. Maintenant, la bobine, elle, veut s'opposer à cette variation soudaine de courant. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va produire une force contre-électromotrice. Elle va donc se vider de son énergie dans ce sens-ci. Et pour fermer le circuit, on a besoin de la diode ici pour que le circuit soit fermé et que le courant circule. Et la bobine va tranquillement se décharger de son énergie. On va bien sûr venir passer au mode passant avant que la bobine ne se vide complètement. Même chose pour le condensateur. On ne veut pas que la tension baisse trop ici. On veut une tension CC. Alors ça, ce sont les deux modes. Et là, vous comprenez pourquoi la diode ici devrait être une Schottky, c'est-à-dire que sa tension de conduction, donc lorsqu'elle est polarisée de façon directe, doit être la plus faible possible pour éviter les pertes dans ce circuit. D'accord? Alors le transistor, c'est la même chose. On va utiliser un transistor dont la résistance interne est le plus faible possible lorsqu'il est en conduction pour éviter le plus les pertes possibles. Alors ça, ce sont les deux topologies et dans les deux cas, la bobine s'oppose toujours aux variations de courant et donc va tenter de maintenir le courant constant en sortie avec l'aide du condensateur, bien sûr. On va maintenant regarder de plus près la mini-plaquette qui est basée sur le circuit intégré LM2596, la version de tension ajustable du LM2596. Alors voici la plaquette de plus près. On a des dimensions qui ressemblent à quelque chose comme 43 mm par 21 mm par 14 mm de haut. Donc 43, 21, 14. Qu'est-ce qu'il y a comme composants principaux là-dessus? Bien, assez simplement, là, le LM2596, qui est le composant principal, bien sûr, c'est le régulateur à découpage. On voit aussi la bobine principale sur la sortie. On a un potentiomètre d'ajustement de la tension, donc c'est la version variable du LM2596. On note aussi la diode Schottky à la sortie. Et on note un condensateur électrolytique en entrée et un autre en sortie, bien sûr. Et en plus, il y a un petit condensateur céramique en entrée. Il y en a un autre en sortie qui est juste ici. On a une petite résistance qui se combine avec le potentiomètre. Et on a une DEL, une DEL avec une résistance de 1K, je crois, en série avec la DEL pour limiter le courant. C'est un peu bizarre que ça soit branché sur la partie ajustable. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je présume que plus on monte la tension, plus la DEL va devenir forte en intensité. Alors, c'est essentiellement cela, la plaquette. 2 bornes d'entrée, in plus, in moins. 2 bornes de sortie, out plus, out moins. Et il n'y a rien en dessous. Alors, on peut évidemment s'attacher en dessous. C'est peut-être plus simple. Il y a 2 vis, 2 trous pour des vis de montage. Alors, c'est cela, hein? Aussi simple que ça. Et on va voir dans la fiche technique que tous ces composants-là, à peu de choses près, bien, ils sont essentiels. On les retrouve dans la topologie typique. Alors, la fiche technique du LM2596 nous montre que c'est un régulateur soit fixe, soit ajustable, dépendamment des versions qu'on achète. Nous, on utilisera évidemment la version ajustable. Alors, c'est une pièce qui peut recevoir jusqu'à 40 volts de tension en entrée et qui pourra sortir une tension variant de 1,2 volts jusqu'à 37 volts. Évidemment, on assume que la tension d'entrée est plus élevée que la tension de sortie, absolument. La pièce est disponible en 2 boîtiers. On parle du TO220, qui est le boîtier avec donc montage avec broche, et le TO263, qui est la version montage en surface. Son courant maximum permis est de 3 ampères, et on s'entend ici que ça dépend beaucoup du type de dissipation de chaleur que vous y mettez. Alors, ça, c'est vraiment le maximum.
Par la suite, on s'aperçoit que la fréquence de découpage est supposément de 150 kHz. On verra tantôt avec mes essais que, bizarre. Encore, on prétend ici que c'est 150 kHz. Cette pièce-là a une broche d'allumage, ce qui est intéressant aussi. On peut l'allumer et l'éteindre. Et elle ne nécessite que 4 composants externes, dans le cas évidemment d'un régulateur fixe. Dans notre cas, ici, avec la plaquette, c'est le LM2596 ajustable. Donc, on aura des composants de plus, on aura un potentiomètre et une autre résistance. On aura un petit condensateur de filtrage aussi. Mais ça demeure une topologie qui est très simple. Donc, diode, bobine, condensateur de filtrage en sortie, condensateur en entrée et potentiomètre d'ajustement avec résistance additionnelle pour ajuster la tension. Et en plus, c'est un boîtier de 5 broches uniquement. Donc, très simple. Une des courbes intéressantes, c'est la courbe d'efficacité de la transformation, la conversion, en fonction de la tension d'entrée et en fonction de la tension de sortie. Alors, ce qu'on constate, c'est que plus la tension de sortie est élevée, même indépendamment de la tension d'entrée, et plus l'efficacité sera grande. Donc, je vous donne un exemple. Dans notre cas présent, on va faire des essais à 10 volts d'entrée et on aura une sortie qu'on fera varier, là, mais on regardera évidemment à 5 volts. Mais on sera légèrement sous les 80 %, donc les alentours de 80 % là, disons, pour une sortie de 5 volts. Par contre, si on poussait cette sortie-là à 12 volts, bien là, on aurait une efficacité qui serait plus de l'ordre de 90 %, indépendamment de la tension d'entrée, bien sûr. Il y a une légère variation en fonction de la tension d'entrée, mais ce n'est pas un facteur déterminant. Alors, si vous voulez utiliser cette plaquette à 3,3 volts, bien, vous allez vous attendre à avoir une efficacité d'un peu moins de 75 %. Donc, le 25 %, ce sera des pertes en chaleur, évidemment. Alors, j'ai connecté une source et une charge sur la petite plaquette. Et vous voyez en haut que c'est bel et bien 10 volts. Et 0,6 ampères de consommation sur l'entrée de la plaquette. La sortie, eh bien, c'est en bas, à 5 volts ou à peu près, là, et 1 ampère ou à peu près de courant. On peut rapidement faire l'équation d'efficacité. Si vous regardez, on tire 5 watts, puisqu'on a 5 volts à 1 ampère. C'est donc P égale UI, donc c'est bien 5 watts. Et on entre ici, dans la plaquette, 10 volts à 0,65, donc 6,5 watts. Alors déjà, on est capable de faire le ratio de puissance. Ça, c'est pour une sortie de 5 volts. La différence en puissance, bien, elle s'en va en chaleur. Je suis capable de toucher, c'est peut-être à 40 Celsius présentement, quelque chose du genre. Alors, je peux faire varier la tension de sortie. Voilà, je vais monter la tension de sortie à, disons, 8 volts. Alors voilà, la tension de sortie est de 8 volts. 8 volts à 1 ampère, ce qui donne donc 8 watts. Et la consommation, bien, 10 volts à 0,96. Alors, c'est tout près de 10 watts. D'accord? Donc, on voit ici que l'efficacité est de quoi? À peu près 80 %. Bien, je vous montre le résultat, je ne suis pas vite en calcul. Mais donc, voilà, on a une idée de l'efficacité. Donc, le fameux 90 % et plus, bien, c'est toujours dans les conditions idéales. Voilà, j'ai mis un courant de 2 ampères. Alors là, on voit que la sortie a écrasé un petit peu. Est-ce que c'est le filage? C'est possible. Je peux vous dire par contre qu'à 2 ampères, c'est très chaud. Je ne peux pas laisser mon doigt plus qu'une seconde. C'est une toute petite plaquette, hein? Donc il ne faut pas s'attendre à des miracles du point de vue de la dissipation de chaleur. Il y a le plan de masse inférieur sous la plaquette qui, lui, oui, va dissiper une partie de la chaleur, mais ce n'est pas fait pour un usage permanent, disons 3 ampères, là, comme ils annoncent. Je n'y crois pas. Ça va être beaucoup trop chaud. Là, présentement, c'est très chaud. Je ne peux même pas le laisser une seconde, mon doigt. Donc, c'est peut-être quelque chose comme 60 à 70 degrés Celsius. Alors, on considère ça chaud, remarquez, là, on se brûle la peau, là, mais ce n'est pas, du point de vue de l'électronique, ce n'est pas terriblement chaud encore à nouveau. Il faudrait y mettre un petit peu de ventilation ou un meilleur dissipateur de chaleur
sur le plan inférieur ou en tout cas souder une lamelle de cuivre sur l'onglet du régulateur lui-même. Alors, la plaquette fonctionne bien. Maintenant, on va regarder la forme d'onde du découpage. Alors, j'ai maintenant branché la sonde de l'oscilloscope sur la bobine du côté du régulateur, donc pas du côté de la sortie. D'accord? Donc, on va voir la forme d'onde de découpage. Et on va faire varier la tension pour voir le résultat que ça va donner. Alors, on va débuter en faisant quelques constatations. La première, c'est que l'amplitude de l'onde qui sort du régulateur, bien, elle est de près de 10 volts, ce qui correspond, bien sûr, à la tension ici d'entrée de notre régulateur à découpage. Donc, il utilise la pleine amplitude possible pour contrôler la tension de sortie. L'autre constatation, c'est la fréquence de découpage. On disait dans la fiche technique que c'est 150 kHz. Bien, c'est pas ça que je constate, moi. Moi, je constate 53 kHz. Et même, vous allez voir que ça tombe de moitié à un moment donné lorsqu'on monte la tension. Alors, je n'ai pas d'explication à cela, autre que j'ai fait des recherches et je ne suis pas le seul à l'avoir constaté. D'autres personnes ont fait des évaluations de cette plaquette et ont fait le même constat. Est-ce que ça serait que la pièce est une pièce contrefaite? J'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, elle fonctionne bien, tout de même. Donc, c'est difficile à expliquer pourquoi. Je sais que lorsque la pièce se met en protection, par contre, la fréquence pourrait chuter. Ça, c'est écrit dans la fiche technique pour protéger le régulateur. Donc, est-ce qu'on serait déjà en protection sans même le savoir? J'en doute fort parce que même un courant très, très faible, il fonctionne toujours à 53 kHz. Donc, difficile à comprendre. Alors, je vais bouger. Présentement, on a un rapport cyclique de 40%. Je vais donc bouger la tension. Je vais l'augmenter et on va voir que le rapport cyclique va évidemment augmenter pour augmenter de plus en plus la quantité d'énergie qui passe dans la bobine. Et la tension va rester à peu près constante. On s'entend qu'il va peut-être avoir un petit peu d'écrasement étant donné mes fils qui sont assez petits. Mais là, j'ai une charge d'un 1 ampère, OK? Et je suis à 3 volts ici. Alors, j'y vais, je monte la tension. Alors, on voit que le rapport cyclique, évidemment, monte et monte. Je vais en dire à quoi? Presque 4 volts. Et on voit que l'amplitude est constante. Et la fréquence ne change pas, comme vous voyez, toujours à 53 kHz de découpage. Par contre, on est rendu à 60% de rapport cyclique. On voit que la tension d'entrée n'a pas bougé pour la peine. Alors, je vais continuer à monter. On est rendu à quoi? 6 volts. Ah, on voit des petits modes à l'occasion. Voilà. Hop, il vient de changer de fréquence. Alors là, il est passé à 27 kHz. Pourquoi? C'est comme je vous dis, je n'ai pas d'explication. Mais on peut continuer. On monte la tension jusqu'à son maximum. Et là, on va voir que le contrôleur de découpage commence à avoir de la difficulté à atteindre son objectif. Il y a encore de la marge, mais on voit que son mode de découpage est un peu, je vous dirais, erroné ou plus fou, là. Jusqu'à ce qu'on atteigne le maximum de cycle de service. Et là, bien sûr, il est à côté au maximum. Il ne découpe plus, puisque la tension passe directement de l'entrée vers la sortie. Et si je recule un tout petit peu, bien, on fait réapparaître du découpage. Donc, on voit que c'est pas mal ça, le maximum 8.7, 8.8 volts, là, je crois. 8.6, voilà. Alors, on a vu que la fréquence a changé. Je vais rediminuer et la fréquence va doubler. Elle va retomber à 53, 54. Et voilà. Alors, c'est un fonctionnement assez simple, assez typique d'un régulateur Buck. On voit dans ses extrémités, au niveau bas, au niveau haut, qu'il tombe dans des modes d'oscillation ou de découpage qui sont un peu non orthodoxes. Il se passe toutes sortes de petits phénomènes qui apparaissent à l'écran, donc il n'est pas stable au niveau de son découpage. Maintenant, je suis branché sur la sortie avec l'oscilloscope pour analyser le bruit. Et on voit ici, malgré le filtrage qui est sur la plaquette, qu'il y a du bruit. En crête, c'est 131 millivolts à cette tension-là, à 6,4 volts de sortie et 10 volts d'entrée. Mais si on pousse la tension d'entrée plus élevée, par exemple, si je mets 20 volts de tension d'entrée,
eh bien, on voit que le bruit a augmenté. On est rendu à presque 200 millivolts crête-crête pour une charge de, bien sûr, d'1 ampère sur la sortie. Donc, si je diminue la charge, par exemple, à 1 demi-ampère, on voit que ça a diminué quand même le niveau de bruit de sortie. On comprend ici qu'avec un seul condensateur, en fait, il y en avait, je crois, un deuxième, un tout petit, que ce n'est pas suffisant pour utiliser ça dans un circuit analogique d'ampli opérationnel ou autre. Ce serait préférable de filtrer beaucoup mieux que cela avec d'autres condensateurs, peut-être même un étage LC, donc une bobine et un autre condensateur pour filtrer à la fréquence de découpage l'interférence qui passerait. Si on veut utiliser ça dans un circuit analogique, il y a du travail à faire. Dans un circuit numérique, aussi, ce n'est pas très bon. Il faudrait quand même améliorer ça, puis baisser ça, je vous dirais, en bas de 100 millivolts certainement, là, pour avoir quelque chose de suffisamment propre pour ne pas causer des faux déclenchements dans nos circuits logiques. Autre forme d'onde intéressante, si je connecte la sortie et en même temps le point de découpage, donc les deux côtés de la bobine sur l'oscilloscope et que j'en soustrais les formes d'onde. Il y en a une que c'est la tension de sortie, c'est très très faible. L'autre, évidemment, c'est ce qu'on a vu comme signal de découpage. Bien, on voit ici que lorsque le transistor se met à conduire, le courant initial dans la bobine est faible puisqu'il s'était au préalable vidé, mais le courant va augmenter tranquillement. N'oubliez pas que la bobine, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle produit une tension instantanée pour compenser la variation de courant. Donc, courant faible au départ, courant augmentant avec le temps, et jusqu'à ce que le transistor s'éteigne. Et à ce moment-là, le courant était de plus en plus élevé, et ce sera ce même courant élevé qui va continuer dans la bobine, mais qui va réduire tranquillement pour se vider, jusqu'à ce que, à nouveau, le transistor s'allume pour recharger à nouveau la bobine. Ça, c'est à, bien sûr, 1 ampère de charge. Si j'éteins la charge, comme ceci, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit ici le même phénomène, sauf que la pièce tombe en mode discontinu, c'est-à-dire que le transistor à découpage va retarder l'allumage, va carrément laisser le circuit flottant, ce qui crée cette petite oscillation ici. Et à nouveau, le transistor va se mettre à conduire. Donc, c'est ce qu'on appelle le mode discontinu, alors que lorsqu'on met une charge, le régulateur passe en mode continu. Alors, la plupart des régulateurs de tension font cela. Il y a un risque à ne mettre aucune charge. C'est que ici, cette partie-ci va générer beaucoup de bruit additionnel qu'on n'aurait pas normalement. On aurait plutôt une onde carrée à fréquence connue. Ici, bien, on a, comme vous voyez, un contenu fréquentiel qui va être beaucoup plus élevé. Donc, possibilité de générer du bruit additionnel qu'on n'avait pas prévu. Donc, il est préférable d'y mettre toujours une charge minimum au circuit de découpage comme ça pour assurer, disons, un bruit qui est plus prévisible, si on peut dire ainsi. Comme beaucoup de plaquettes venant d'Asie, celle-ci se vend à moins de 1 $. Pour vous en procurer une, cherchez simplement LM2596. Vous me direz, pourquoi faire du découpage sur des alimentations? Eh bien, il y a quelques avantages. Le plus important, et vous l'aurez deviné à ce stade-ci, c'est l'efficacité électrique et donc les pertes de chaleur. La conversion de tension par découpage est bien plus efficace qu'en conversion linéaire avec les fameux régulateurs de tension traditionnels. Il n'est pas difficile de nos jours d'atteindre une efficacité dépassant les 90% en faisant le bon choix de composants. Ce genre d'efficacité est presque impossible à atteindre en conversion linéaire. Moins de pertes en chaleur égale de plus petits composants. L'élimination possible de dissipateurs de chaleur est donc une solution plus petite au final. Un autre avantage provient du fait que la conversion se fait par découpage à des fréquences élevées. Les fréquences élevées permettent de rapetisser les éléments passifs comme les bobines et les condensateurs sans trop sacrifier le filtrage. Et plus la fréquence de découpage est élevée, plus les composants passifs seront petits. Évidemment, il est possible que l'efficacité en souffre
un peu, à trop pousser la fréquence élevée, là, la fréquence de découpage. Mais souvent, l'espace occupé est plus important que l'efficacité électrique. Alors, quelles sont les 3 sources principales de perte de chaleur dans un convertisseur CC-CC à découpage? D'abord, les pertes ohmiques dans la bobine, car elle n'est pas parfaite, cette bobine. Son fil a une résistance non négligeable. Ensuite, il y a aussi les pertes ohmiques dans le transistor de découpage. Le ou les transistors, bien sûr. Car même s'il est complètement saturé en conduction, il offre tout de même une résistance non nulle. Et ce n'est pas tout. Durant la transition de découpage entre allumé et éteint, le transistor passe dans une zone rapidement, mais quand même, une zone résistive et des pertes ohmiques se produisent à ce moment-là. On aura donc intérêt à commuter le plus rapidement possible d'un état à l'autre pour diminuer les pertes. Il y a d'autres pertes dans le circuit, mais celles que je viens de vous nommer sont les plus significatives. Je vous ai énuméré quelques avantages à utiliser une alimentation à découpage, mais bien sûr, il y a des désavantages. Oui. D'abord, en fait d'espace requis, lorsqu'on parle de petits courants de sortie, genre moins que 100 mA peut-être, un régulateur linéaire traditionnel pourrait occuper un plus petit espace. Un autre désavantage est le bruit généré, on l'a vu, par le découpage. Vous pouvez facilement imaginer le bruit généré par du découpage de puissance à des centaines de kHz, du découpage par onde carrée et toutes les harmoniques que cela peut produire. On verra des interférences de bruit par conduction, donc électrique, et aussi par radiation, comme une antenne si vous voulez. Il sera donc primordial de bien filtrer la sortie du circuit convertisseur et aussi son entrée. Le choix de la bobine aura aussi une importance. Dans la grande majorité des applications, surtout dans les circuits numériques, ce bruit qui est plus grand sur les alimentations à découpage, ça aura peu de conséquences. Mais il y a des applications de circuits analogiques, pensez à certains circuits radiofréquences ou des filtres actifs avec des amplis opérationnels, où la régulation linéaire traditionnelle sera de mise pour garder le bruit le plus bas possible. Bien voilà, c'est ce que je voulais couvrir dans cette vidéo sur la mini plaquette qui se rend à 30 minutes malgré tout. Je me suis aussi procuré une plaquette de convertisseur CC-CC Boost, donc qui élève la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. Continuez de me suivre pour voir une autre vidéo à ce sujet. La meilleure façon de ne pas manquer mes vidéos est de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'aimerais en terminant souligner la contribution des mécènes à la chaîne Électrobidouilleur par l'entremise de dons. Ceux-ci couvrent en partie les coûts de matériel que je mets en valeur dans mes vidéos. Question de souligner leur contribution importante, j'affiche désormais un panneau de remerciements dans mon générique de fin de vidéo tout de suite après ceci. Je mettrai à jour ce panneau mensuellement. Il y a encore beaucoup d'espace disponible pour y rajouter votre nom si vous le désirez. N'hésitez pas donc. Alors voilà, merci et à la prochaine.